Mais j'ai eu la chance en fait très tôt, à travers du sport, de rencontrer une personne qui est très connue dans le nord de la France, donc je peux en parler, hein, qui s'appelle Rachida Menzou, qu'à travers le travail, on pouvait clairement faire des choses qui étaient incroyables. Il m'avait informé qu'il allait acheter c'était une Ferrari Modena, j'ai trouvé ça complètement fou. Un mois après, il avait acheté cette voiture. J'avais tellement envie, moi aussi, d'améliorer ma qualité de vie. Et en fait, je ressentais chez eux vraiment un poids en moins. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas, le président fondateur de la FIL, qui va nous raconter son parcours en immobilier. Ça fait plus de 12 ans qu'il investit maintenant et il va aussi nous raconter quelques anecdotes sur ses premiers coachings. Salut à toi Nico, j'espère que tu vas bien et on attend beaucoup d'infos de ta part et j'espère qu'on va apprendre des choses que tu n'as jamais dites encore à personne. Eh ben écoute, merci de me recevoir. J'ai hâte de répondre à toutes ces questions. Je vais essayer d'être le plus transparent possible et essayer d'apporter le plus de valeur ajoutée sur cette interview. Donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots depuis combien de temps tu investis, ton parcours dans celui-ci, si tu t'es spécialisé sur certains types d'opérations et sur le coaching, notamment les formats ou les biais dans lesquels tu interviens le plus, où tu es le plus sollicité. Ok, bah écoute, merci de me donner la parole. Donc j'ai une formation qui est assez classique. J'ai fait une école de commerce, je suis diplômé d'école de commerce. J'ai essentiellement axé le début de ma carrière sur de la partie de négociation, développement commercial. Donc je travaille dans les très grands groupes. Et très tôt, même durant mes études, je me suis intéressé à l'immobilier. J'ai toujours baigné dans le milieu de l'immobilier. Et donc une fois mes études terminées, tout naturellement, j'ai commencé à investir. Donc j'ai commencé à investir dans des immeubles avant même ma résidence principale. Un premier immeuble dans le nord de la France de 4 appartements. Et j'ai mis une pause de quelques années et ensuite j'avais pris l'initiative de vraiment accélérer. Et donc, à la fois dans de l'immeuble, de 3 à 4 appartements, le plus gros que je peux avoir, c'est 6 appartements, mais aussi dans de la maison, donc dans de la rénovation, rénovation de maison, et puis aussi dans de la résidence principale. Donc en fait, les créneaux sur lesquels moi j'interviens sur la FIL, ça peut être soit de la maison en location ou soit de l'achat de résidence principale avec la possibilité d'avoir une plus-value latente ou après sur de l'immeuble. J'interviens un peu moins sur des locaux commerciaux, des garages ou d'autres sujets. Je sais que des fois Simon, tu es un peu plus capé que moi sur ça. Donc voilà, j'ai des connaissances sur cette partie-là, mais effectivement, je maîtrise un peu mieux la maison, l'habitat et les immeubles. Et est-ce que sur ces maisons et immeubles, tu es plutôt location nue, location meublée, de la courte durée, de la colocation, parce qu'on a pas mal de possibilités après, une fois qu'on a acquis un bien, de mettre celui-ci en location. Donc toi, pareil, sur ton parc immobilier, qu'est-ce qui est le plus représentatif dans les modes de gestion? Alors, bon, moi, j'ai adapté mes investissements par rapport à mon agenda. Et donc moi je travaille, hein, je suis cadre. Et donc j'ai essayé de privilégier les investissements en location nue et je fais un petit peu également de la location meublée. Mais 85% de mon parc c'est quand même de la location nue. En fait le gros avantage de la location nue c'est que ça permet d'avoir moins de turnover et ça demande quand même c'est une gestion qui est quand même plus souple. Maintenant, effectivement, en règle générale, c'est une rentabilité qui va être inférieure à de la location courte durée ou de la location meublée. Donc je fais de la location nue, je fais depuis peu aussi de la location meublée, puisqu'en fait j'interviens avec soit une SCI que j'ai à l'IS, que j'ai passé à l'IS aussi pour des raisons fiscales, et je me suis lancé aussi sur une SARL de famille, puisque j'investis avec ma compagne. Et donc, j'ai une SARL de famille. Et donc, dans la SARL, en fait, je fais essentiellement de la location meublée.
Donc on est sur de la maison, de la petite maison, 40 à 65 mètres carrés, où elles sont entièrement meublées. Et donc du coup ça marche très bien. Je séduis une personne, soit des personnes seniors, ou soit des personnes sur un parcours de vie qui a été un peu chahuté, qui a un redémarrage. Donc voilà les deux types d'investissements essentiellement que je réalise. Ok, après, c'est vrai que bon, chaque, je dirais, option dans la remise en location a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, je pense qu'il ne faut, encore une fois, ne pas les opposer, mais essayer de les appliquer en fonction de sa stratégie, hein, concrètement. C'est-à-dire que un petit studio meublé, c'est très bien dans un centre-ville, une grande ville étudiant, alors qu'à l'inverse, quand tu achètes sur ton secteur de prédilection, qui est le nord de la France, des immeubles dans des villes moyennes ou grandes villes, effectivement, sur des surfaces plus grandes, genre T3, T4, tu as de la demande pour du nu, pas forcément meublé, pas forcément de la colocation, parce qu'on reste sur des prix quand même encore assez abordables par rapport à du Paris. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut construire sa stratégie en fonction aussi du secteur dans lequel on investit. Et je voudrais que tu reviennes un petit peu, Nicolas, sur toi, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie d'aller dans l'immobilier et quels ont été vraiment aussi tes premiers pas, tes premières anecdotes, si tu en as, quelques réussites, mais aussi erreurs, pour les présenter à nos auditeurs. Alors pour les personnes qui me connaissent, personne ne sera surpris. Mais j'ai eu la chance en fait très tôt, à travers du sport, de rencontrer une personne qui est très connue dans le nord de la France, donc je peux en parler, hein, qui s'appelle Rachida Menzou. C'est un professeur de danse qui m'a montré et que j'ai vu de mes propres yeux qu'à travers le travail, on pouvait clairement faire des choses qui étaient incroyables. Il faut savoir que j'avais 18 ans. La première fois que je l'avais rencontré, j'avais 18 ans. Il m'avait informé qu'il allait acheter, c'était une Ferrari Modena. J'ai trouvé ça complètement fou. Un mois après, il avait acheté cette voiture. Il a acheté une maison qui était juste incroyable. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, parce qu'il commence à être assez connu, des vidéos sur YouTube. Et si tu veux, c'était tout de suite un des premiers éléments déclencheurs pour moi. Il faut savoir que je viens d'une famille relativement modeste. Ma mère était soignante. Et pour moi, en fait, en ayant vu des gens avec une réussite financière, avec cette capacité à pouvoir après gagner du temps et de pouvoir bah voilà, s'accorder un moment de repos, un moment de pause, ou même accorder du temps dans les choses que lui, ça l'intéressait. En fait, j'avais 18-19 ans et j'avais déjà en tête ça. Je m'étais dit, moi aussi, j'ai vraiment envie dès lors que je pourrais, de pouvoir investir dans l'immobilier et de pouvoir percevoir une rémunération complémentaire à mon salaire. Donc ça, c'était vraiment, c'était le premier point. C'est que je me disais, j'avais tellement envie, moi aussi, d'améliorer ma qualité de vie, avoir une maison correcte, confortable, avoir la possibilité d'avoir un appartement, par exemple, en résidence secondaire, que ce soit à la montagne ou dans le sud de la France. Et aussi dormir sur mes deux oreilles. C'est quelque chose qui m'a marqué très très jeune, de voir des gros investisseurs immobiliers, alors qui investissaient depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en fait, je ressentais chez eux vraiment un poids en moins, une liberté, etc. Et je me disais, mais vraiment, c'est une vie qui est différente. Moi, je vous dis, j'ai vu ma mère travailler très dur. Pour la petite info, mère, elle est étudiante en gériatrie. Donc, en fait, je l'ai vue avec des personnes âgées. J'ai trouvé ça noble, mais tellement difficile et avec des revenus qui étaient tellement pas à la hauteur du sacrifice qu'elles fournissaient. Et je me disais, ouais, ok, je vais me former, je vais faire le maximum d'études, je vais essayer. Tu vois, j'avais déjà en tête, si tu veux, très tôt, de me dire, je vais essayer de pousser les études. Je vais essayer de me former. Je vais essayer de me former, que ce soit à l'oral, dans des compétences techniques, etc., etc., pour pouvoir avoir un job qui soit correct, qui m'apporte énormément et sur lequel après je vais pouvoir avoir du temps pour pouvoir investir dans l'immobilier.
Je mesurais pas encore toutes les difficultés, les échecs que j'allais pouvoir rencontrer. Je mesurais pas tout, mais si tu veux, à 18 ans, je savais que j'avais envie de le faire. Et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mais je suis sûr que vous allez pouvoir le dire. Oui, effectivement, je l'ai croisé. Et effectivement, il me parlait déjà de ça. Il avait tel ou tel âge et il savait ce qu'il allait faire. Ok, je retiens trois éléments dans ce que tu viens de dire qui est super intéressant. Premièrement, le temps. Oui, effectivement, le temps, c'est incompressible. Donc, on a chacun 24 heures dans une journée. Donc là, pour le coup, on est tous égaux. Ça, c'est clair et net. Et donc, ça m'amène au deuxième point que tu disais. Ouais, les gens qui travaillent, c'est pas forcément vrai parce que l'on travaille. On travaille beaucoup. Voilà, je reprends l'exemple des aides-soignants, comme tu disais, qui travaillent peut-être les jours fériés, de nuit. Bon, ben, ils travaillent beaucoup de temps dans leur journée. C'est pas forcément ce qui est le plus rémunérateur. Du coup, ils rentrent, on est fatigué, on n'a plus envie de prendre le temps d'aller sur le bon coin chercher un bien, une nouvelle pépite disponible, pardon. Et donc voilà, donc le temps et la rémunération ne sont pas liés. Et dernier point, ce que tu disais, voilà, une rencontre qui a fait de toi l'homme que tu es. Donc finalement, c'était en quelque sorte un mentor quelque part, ce danseur professionnel, et il t'a peut-être mis un peu le pied à l'étrier et voir le champ des possibles dans ce domaine-là. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, comme beaucoup de monde, hein, on a tendance à se mettre des barrières psychologiques. On a aussi généralement des proches, des personnes qui nous aiment et qui sont souvent les premiers à nous dire, mais c'est pas possible, c'est trop tôt, c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras pas, ou même c'est pas possible, etc., etc. Là, en fait, j'ai vu de mes propres yeux que non seulement c'était possible, non seulement avoir des rêves, avoir des objectifs, les mettre sur une feuille de papier, travailler au quotidien sur ça, permet à un moment donné de pouvoir les décrocher. Donc, je l'ai commencé à travers le sport, et c'est quelque chose des valeurs que je pense que je vais toujours inculquer à mes enfants. Et ensuite, je l'ai fait à travers, dès que j'ai pu, l'immobilier, où je me suis fixé des objectifs en termes de loyer que je souhaitais atteindre, en termes de revenus nets, c'est-à-dire une fois qu'on avait déduit toutes les charges, à la fois par année, etc. Et je me suis créé des paliers. Et j'ai vraiment bossé sur cette partie-là. Alors, bon, point important, hein, attention à des fois aux informations qui peuvent circuler. Ça va demander beaucoup d'efforts, ça va demander des sacrifices, ça va demander du travail. Mais on va pas se le cacher, il y a quand même après une part de satisfaction personnelle. Quand vous commencez à engranger ne serait-ce que 10 euros de cash flow ou 100 euros de cash flow tous les mois, et ben on se dit voilà, ok, j'ai pas fait tout ça pour rien, et ça donne aussi envie de continuer. Et moi, en fait, donc aujourd'hui, bah voilà, ça c'est mon parcours. Comme j'ai pour habitude de le dire, c'est ma vie, avec toutes les contraintes que ça comporte. Et donc voilà, c'est pour cette raison-là maintenant qu'on a décidé, donc avec toi, et que j'ai décidé de partager mon expérience, et puis de pouvoir accompagner les gens au travers d'investissements immobiliers. Ah, mais tu as un parcours super intéressant. Aujourd'hui, je pense que à ton âge, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pu acquérir autant de biens immobiliers, qui ne s'arrêtent pas là, qui vont toujours continuer. Aujourd'hui, tu es aussi dans une nouvelle démarche, un petit peu aussi de partage avec la FIL. Mais je voudrais revenir sur un point, parce que tu nous as parlé de tes réussites, sur tes projets. Mais est-ce que tu as eu vraiment au moins une erreur marquante? Parce que je pense qu'on en a tous fait des erreurs dans l'immobilier. Alors, certaines ont des impacts vraiment colossaux, mais sinon, il y a d'autres petites erreurs. Je sais pas, par exemple, sur un emplacement que tu n'avais pas forcément repéré que c'était le meilleur des quartiers. Est-ce que par exemple, on peut parler aussi de la fiscalité. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, mince, j'ai pris cette option-là alors que bon, deux, trois impôts au niveau des impôts, c'était compliqué. Je sais pas, moi, avec les banques, une mauvaise expérience avec les locataires. Enfin, il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte dans l'investissement immobilier. Donc, on peut faire des erreurs pratiquement à tous les niveaux, hein. Non, bah alors effectivement, tu as complètement raison. Alors, des échecs, j'en ai fait des centaines et des centaines, notamment au début. Honnêtement,
acheter un bien immobilier sans regarder la partie chiffrée. Parfois, tu peux acheter un immeuble 50 000 euros trop cher, tout simplement parce que tu n'as pas fait un minimum de calcul. Et c'est des choses qui sont stupides et qui auraient pu être évitées. Acheter un immeuble sans penser à la fiscalité, avec du recul, c'est une absurdité. Parce que c'est quelque chose qui va vous faire perdre énormément d'argent. Donc en fait, si tu veux, comme tout le monde, j'avais des objectifs, comme je te l'ai dit, sur des loyers, etc. Mais par exemple, j'ai acheté mon premier immeuble en nom propre, ok, sans avoir chiffré correctement les travaux et sans avoir fait une grosse négo parce que j'étais un peu le Jean-Michel à peu près dans mes calculs. Euh, très sincèrement, très sincèrement, en bout de course, ça a été très moyen. Par chance, je l'ai gardé 10 ans, j'ai réussi à le vendre, je l'ai vendu il y a pas très longtemps et je suis retombé sur mes pattes. Mais il faut quand même se le dire, c'est un bâtiment que j'ai acheté 200 000 euros. Il me ramenait 20 000 euros de loyer brut. Il me coûtait 7 000 euros d'impôts. Il m'a coûté énormément de travaux. Et en gros, j'ai revendu 200 et des cacahuètes. Enfin, si tu veux, impôt sur la plus-value, bien évidemment, j'ai eu zéro. Donc, euh, donc voilà, oui, j'ai fait des erreurs. Mais c'est aussi pour cette raison-là, tu vois, que je pense que ça prend tout son sens d'être accompagné. Parce qu'en fait, une erreur dans l'immobilier, ça peut vous coûter des dizaines de milliers d'euros. Ça peut, en impôts, en travaux, des travaux mal chiffrés, des travaux mal réalisés. Ne pas prendre en compte les performances énergétiques. Aujourd'hui, c'est une obligation. Ne pas prendre en compte également la demande locale. Euh, Vous pouvez avoir un studio qui se loue pas. Parce qu'en fait, vous êtes sur une commune où les gens ils sont habitués à avoir des maisons ou au minimum des T2, enfin des T3, T4. À l'inverse, vous pouvez avoir des studios qui se louent très bien. Moi, je suis à Paris, ça se loue très bien. Donc, ouais, bien évidemment, des erreurs, j'en ai des dizaines et des dizaines. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille toujours aux gens soit de se faire accompagner, c'est pour cette raison que nous, on a créé une structure, soit vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont déjà fait de l'immobilier et donc, du coup, vous pouvez demander des conseils. Attention, en règle générale, à tous ces vendeurs de rêves qui vont vous vendre une richesse rapide, une richesse en 2 mois, 10 000 euros en 2 mois, etc., etc. Faites très attention et on va se le dire, c'est impossible. Donc, du coup, essayez de vous dire, essayez de bâtir en fait votre succès sur des paliers, sur des valeurs qui sont sûres. Faites-vous accompagner. Il y a énormément de choses qu'il faut maîtriser dans l'immobilier. C'est quelque chose qui est très complexe. Et pour moi, notamment au début, c'est quand même bien d'être avec quelqu'un qui a un minimum d'armes. Bon bah du coup, ouais Nico, merci pour ce retour d'expérience. Et effectivement, comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Donc les erreurs, on est tous passés, on va tous y passer, et nul ne pourra échapper malheureusement. Du coup, de ce fait, est-ce que tu aurais trois conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer en 2025, que ce soit sur, pareil, l'emplacement, la fiscalité, les relations avec les banques, le notaire, les agents, les agences de location, voilà, enfin, ou un état d'esprit un peu particulier qu'il faut avoir en immobilier. Alors, si je devais donner des conseils, et ça va peut-être reprendre déjà des thèmes qu'on a pu aborder, mais effectivement, moi, j'aime bien donner le premier point, tu vois, de savoir concrètement, du coup, pourquoi vous souhaitez investir dans l'immobilier. Enfin, tu vois, quels sont vos objectifs. Euh, Nous, on conseille toujours d'investir à côté de chez toi, de chez vous, pardon. Donc, du coup, pourquoi on le fait? Qu'est-ce que l'on veut en loyer? Pour quelles raisons? Quel type de bien on cible? Est-ce qu'on peut, voilà, comment, est-ce qu'on a un peu de temps accordé à tout ça, etc. Donc, vraiment, mon premier objectif, tu vois, c'est voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi? Quand? Etc. Quel horizon? Le deuxième conseil, c'est de bien avoir conscience de ce que ça va impliquer. Ok? Ça va vous demander quand même de l'effort. Ça va quand même demander un travail derrière de recherche. Vous allez quand même avoir rencontrer des difficultés dans la réalisation de vos travaux, ce que votre objectif, etc. Euh, et donc voilà, il faut quand même l'avoir bien en tête. Et c'est pour cette raison-là que le fait d'avoir des objectifs qui sont bien définis,
et de savoir pourquoi vous faites les choses, ça va vous permettre en fait de surmonter les difficultés dans cette deuxième étape. Donc avoir quand même voilà une certaine mentalité, être prêt à affronter les difficultés. Euh, Mon troisième conseil, savoir s'entourer. Euh, c'est impossible de réussir seul. Donc quand je dis savoir s'entourer, c'est savoir s'entourer auprès des bons artisans, avoir des personnes de confiance sur lesquelles vous allez pouvoir déléguer. Idem sur la partie de la gestion. Donc moi, prends le parti de gérer moi-même mes investissements. On a prévu notre vidéo justement avec Thibaut sur est-ce que c'est mieux de déléguer la totalité de sa gestion locative, est-ce que c'est mieux de le gérer en propre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais en tout cas, il va falloir, si vous souhaitez déléguer, le faire avec des agents immobiliers qui connaissent le marché, qui ont cette capacité de vous trouver des locataires, qui ont des bons partenaires. Donc pour moi, voilà les trois premiers conseils. Avoir des objectifs clairs, savoir et bien avoir conscience des difficultés que vous allez avoir rencontrées. En règle générale, hein, il faudra au moins 5-6 ans pour vraiment sortir la tête de l'eau, dégager du cash flow positif et savoir s'entourer, se créer un réseau. Notaire, agent immobilier, banquier, c'est super important, que c'est aussi les assureurs, les artisans. Bref, on n'avance pas seul, on avance avec une équipe derrière nous. Donc voilà globalement, si tu veux, Simon, les trois conseils que je pourrais donner. Ouais, bah pour rebondir un petit peu sur ces points, quand on parle des objectifs, effectivement, c'est important de savoir où l'on va. Par contre, à un moment donné, je mettrais une petite nuance dans le fait qu'il ne faut pas non plus des fois être buté et borné. C'est-à-dire, je prends l'exemple là pour moi. Concrètement, moi, je m'étais aussi orienté sur des immeubles de rapport sur le secteur de la Bourgogne. Aujourd'hui, je trouve que j'ai un petit peu, non pas fait le tour, mais que les offres intéressantes se raréfient et j'essaye de changer de braquet. Et là, aujourd'hui, moi qui habite sur le secteur d'Annecy, qui est très touristique, à l'époque, là, quand on a vendu notre ancienne RP avec ma femme, on s'est posé la question si on le gardait pour un projet locatif ou pas. À l'époque, on avait préféré prendre la plus-value latente qui était sur notre RP. Et aujourd'hui, on est en recherche peut-être d'un bien peut-être de plus petite taille qui pourrait faire de la location courte durée. Et là, de ce que j'ai pu commencer à voir sur les différents biens disponibles ou en vente, c'est qu'effectivement, alors la location courte durée, qui est un marché complètement différent que je travaille pas actuellement, mais qui en fin de compte peut s'avérer très lucratif, très rentable. Et finalement, quand je compare moi avec un immeuble sur la Bourgogne, pour avoir des rentabilités de courte durée, eh ben, on a des niveaux d'investissement de 300 000 à 400 000 euros. Et donc 4, 5, 6 locataires, donc peut-être 6 chaudières, peut-être 6 fuites d'eau potentielles, 6 vacances locatives potentielles, comparé à un petit studio au bord du lac, avec une vue lac, bien refait à neuf, de 20 mètres carrés. Enfin, je me dis là, le coût rentabilité-risque, il est vachement bombé. Bon, le seul point de vigilance que je mets sur ces locations-là, en fait, c'est les communes et l'État avec la réglementation qui change tous les 3-4 matins. Donc voilà mon petit point de vigilance. Et l'autre, tu disais voilà, savoir s'entourer. Tu parlais de constituer une équipe, les notaires, les comptables, tous ces corps de métier là. En fin de compte, moi, pour compléter ton conseil, je dirais que il faut en tester plusieurs. Bon ben voilà, hein, tu vas voir plusieurs banques. On dit toujours les artisans, il faut au moins 3 devis. Bon après, une fois que tu en as trouvé un qui te va, qui te correspond, qui te fait du bon boulot dans des prix corrects, à la limite lui tu peux le garder. Tu vois, t'as pas besoin de le solliciter à chaque fois parce que ça demande du temps, de l'investissement, de l'argent. Donc voilà. Du coup, par rapport à tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on voit aussi aujourd'hui en 2025, que ce soit aux infos, en ligne, sur Internet, on a beaucoup de réticences. Là, l'immobilier est quand même un petit peu rentré en crise. Toi, qu'est-ce que tu dirais, tu sais, aux personnes qui aujourd'hui sont désireuses d'investir dans l'immobilier locatif, mais qui ont plusieurs freins, elles hésitent encore à vouloir se faire aider, prendre un accompagnement. Toi qui es sur le terrain et qui aujourd'hui
est en recherche active pour nos clients en coach. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qui ressort le mieux et pourquoi finalement l'investissement locatif au travers d'aide de coaching est important? Alors, effectivement, alors moi, mon premier conseil déjà, attention à ne pas écouter en permanence ce que vous entendez dans les médias. Effectivement, les taux, ils ont augmenté. Il y a des éléments qui sont structurants et qui sont indéniables. Effectivement, les taux ont augmenté. Effectivement, certaines personnes ont reporté leur achat ou la vente de leur bâtiment. Maintenant, vous le savez, vous comme moi, malheureusement, il y a toujours des personnes qui nous quittent. Il y a toujours des personnes qui font le choix de divorcer, de redémarrer une nouvelle vie. Il y a toujours des... En fait, si tu veux, ce que je veux dire, et c'est ce que je dis à tout le monde, il y a toujours des opportunités. Et pour cette raison, il y en aura toujours, tout le temps. Donc en fait, peut-être que parfois, on est sur une période où on va avoir plusieurs opportunités sur des courtes périodes. Maintenant, ce que je dis aux gens, c'est simple, hein, il t'en faut une par semestre, par trimestre, je ne connais pas la valeur de ce que tu veux faire, mais allez, une à deux dans l'année et tu réalises une belle année. Donc, si ça prend 2 mois, 3 mois au lieu d'un mois, en soi, c'est pas très grave. Donc sur cette partie-là, il n'y a pas de crainte. Des opportunités sur n'importe quel secteur, il y en a tout le temps. Ensuite, si on parle de la partie opportunité et que je fais le lien avec ce que tu dis, bah, il faut rester ouvert et essayer toujours d'aller au fond des projets. Et parfois, l'idée que l'on pouvait avoir dans sa tête, bah, en fait, en faisant différemment, et ben en fait, ça permet de créer de la valeur. Tu vois, de ce que tu disais, des fois, on partait sur une location nue et la finalité, on est sur un marché qui est très valorisé ou autre. Et ben, on va plus partir sur une coloc, on va plus partir sur un Airbnb, on va plus partir. Donc, du coup, il faut quand même rester ouvert. Ok, des fois on a des grandes maisons, on peut détacher un bout de terrain et puis ça permet de le vendre, de baisser son prix d'achat, etc. Donc c'est important aussi pour un investisseur, c'est de rester ouvert, de garder l'œil et donc et voilà, des opportunités hein, tout le temps. Donc moi globalement, si tu veux, en règle générale, je mets toujours 3-4 mois à trouver une petite pépite ou un petit projet. Je me dis toujours que c'est de plus en plus compliqué et en fait non. Quand j'en parle avec ma femme ou autour de moi, on me dit bah non, tu vois, tu sais que c'est compliqué. Enfin, tous les 4 mois, t'as trouvé quelque chose. Donc, par contre, ça nécessite du travail, hein, ça nécessite d'être sur le terrain, ça nécessite de faire des visites, ça nécessite de faire des propositions, des fois un peu agressives. Effectivement, il faut semer pour récolter. Mais si vous faites le job correctement, franchement, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand tu parlais de l'accompagnement ou des personnes qui peuvent avoir un frein, oui, quand on investit en immobilier, c'est souvent des sommes qui sont importantes. Oui, il y a des complexités dans l'investissement locatif. Il y a plein de paramètres qu'il va falloir prendre en compte. La maîtrise des chiffres, la maîtrise des travaux, la maîtrise de la fiscalité, le suivi, etc. Donc, euh, donc je peux comprendre qu'il y a des craintes, mais sachez que si vous êtes bien accompagné, si vous êtes avec quelqu'un qui va verrouiller un certain nombre de vis, qui va fermer un certain nombre de portes et de risques, le risque reste quand même, il y a un risque, mais ça reste limité. Et comme je le dis à tout le monde, à la finalité, si vous avez bien acheté à 10% en dessous de la valeur du bien, si vous avez tout calculé et que vous savez que vous dégagez un cash flow positif, si vous avez bien chiffré les travaux et que vous avez pris des plus grosses sorties de la toiture, des huisseries, etc., et qu'en descendant, qu'est-ce qu'il peut avoir comme, qu'est-ce qu'il peut avoir comme risque? Au pire, vous le gardez 3 ans, 4, 5 ans, ça vous convient pas dans votre portefeuille, à un moment donné, ça ramène pas ce que vous avez pensé, tu vois. Un peu peut-être, tu sais, quand tu parlais de Macon, eh ben vous vendez. Vous vendez. Et le gros avantage de l'immobilier, c'est que ça prend, en règle générale, sur le long terme, ça prend de la valeur. Quelque chose que vous avez acheté 100 000 euros, vous avez continué de rembourser un emprunt. Au bout de 5 ans, vous êtes arrivé à 70, 72 000. Ok, donc potentiellement, vous avez 30 000 euros qui ont été remboursés. Et si vous avez entretenu votre bien, ça vaut 110, 115. C'est que vous avez récupéré 45. Enfin, je trouve que la pire des choses, c'est pas d'avoir peur d'investir dans l'immobilier. Pour moi, la pire des choses, c'est de ne rien faire. C'est de rester chez soi, de ne rien faire et d'être immobilisé. C'est ça la pire des choses. Bon bah Nico, franchement, merci pour ton retour d'expérience. Super intéressant. Je pense que tout le monde va pouvoir s'en inspirer et écouter
honnêtement, là, si vous voulez bosser avec Nico, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Il faut te contacter, cliquez sur le lien dans la description, prenez un coaching avec lui et vous pourrez trouver ensemble une super pépite et démarrer ainsi votre parcours dans l'immobilier. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de vous abonner et de nous dire en commentaire quel conseil vous a le plus parlé, le plus marqué et vous a donné envie justement d'investir dans l'immobilier. Bah écoute, merci Simon pour cette interview. J'essaie d'être le plus transparent. Le règle mot, enfin le fin mot, c'est quoi? C'est que investir dans l'immobilier, c'est pas magique, mais en tout cas c'est puissant et il suffit d'être vraiment bien accompagné. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires en bas de la vidéo, à consulter notre site internet et à vous abonner. Très belle journée à vous. Ciao.